Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, dans sa ferme de Kingakati, Joseph Kabila a réuni les jeudis de cette semaine les cadres de sa famille politique pour faire les points de la situation politique dans le pays. Et selon les informations des Jeunes Afrique, Joseph Kabila a soutenu l'option d'une modification constitutionnelle pour changer les mots des scrutins de la prochaine présidentielle qui serait prévue en 2015 au lieu de 2016. Monsieur Mbelou, est-ce tellement une surprise cette nouvelle puisque on la sentait déjà venir ces derniers jours? Non, ce n'est pas une surprise du tout. Et souvenez-vous de nos dernières émissions et de certains points de vue que nous avons dû émettre sur cette question-là. Je voudrais vous rappeler que les élections dans notre pays vont rester pendant très longtemps un piège à con. Un piège à con dans la mesure où il y a une question de légitimité qui se pose dans ce pays-là depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Et tant que cette question ne pourra pas trouver de réponse dans le chef d'une intelligentsia organique à même de donner une direction convenable à la République dite démocratique du Congo, nous n'irons nulle part. C'est pour introduire un peu cet échange que nous allons avoir. Et puis, comme je vous le disais lors de la dernière émission, nous ne pouvons rien attendre de M. Joseph Kabila qui aille dans le sens de la sauvegarde et des textes, du respect des textes et de la sauvegarde de la vie de nos populations. Et malheureusement, il arrive qu'on oublie l'histoire qui a fait que M. Joseph Kabila puisse se retrouver là où il est. C'est une deuxième considération. Une troisième considération. Vous vous rendez compte qu'à partir de ce texte de Jeune Afrique, c'est que Apollinaire Malumalu a proposé comme étant une initiative de la CENI, c'est ce qui est revenu dans la bouche de M. Joseph Kabila. Là, vous avez la preuve de la coopération, de la communication, du travail en réseau qui se fait en permanence entre M. Apollinaire Malumalu et M. Joseph Kabila. Comment pouvons-nous, à un seul instant, croire que ce mode opératoire va changer du jour au lendemain ou quand on aura programmé les élections en 2015? Certains Congolais avertis sont d'avis que tant que les rapports de force ne changeront en faveur des Congolais patriotes, résistants, épris d'amour et de civisme pour leur pays, il n'y a rien, mais absolument rien à attendre du réseau de prédation opérant dans notre pays et actuellement. Nous pouvons déjà, à partir de la rencontre qu'il y a eu à Kingagati, nous dire non, désormais, il n'y a plus rien, mais plus rien à attendre du processus électoral qui pourra être organisé en 2015 ou en 2016 ou en 2020. Il s'agit purement et simplement du renversement des rapports de force, et cela, pour plusieurs analystes congolais et plusieurs compatriotes éveillés, cela ne sera pas, n'adviendra pas au bout d'une élection organisée de manière mafieuse et dans la précipitation. Je rappelle que tout est parti des déclarations faites à Radio Okapi par Monsieur Claude Machala, qui est un secrétaire national du PPRD et qui à l'occasion a initié une pétition, dit-il à titre personnel, pour changer la constitution dont certaines dispositions n'ont jamais été appliquées et permettre au président Kabila de briguer de nouveaux mandats présidentiels au terme
de son second mandat qui court jusqu'en 2016. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que l'actuelle majorité n'entend pas du tout quitter le pouvoir. Mais quel pouvoir? Vous parlez d'une majorité manipulée, instrumentalisée par les pouvoirs d'argent. C'est une majorité qui a fait de son ventre son Dieu. Ce qui intéresse cette majorité-là, ce sont les billets de banque. Et elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. Elle est entretenue, corrompue pour donner l'impression qu'il y a un certain régime politique qui existe au Congo. Et pourtant, il n'en est rien. Revenons un peu à M. Claude Machala. Avec les Congolais de cet Kabila, nous sommes en train de revivre les époques les époques les plus noires du moboutisme. Nous revenons de plus en plus au culte de la personnalité. Et là, j'estime que les Congolais, plusieurs d'entre nous, sont engagés sur une très mauvaise piste. Monsieur Claude Machala affirme qu'il est un kabiliste pur et dur. Donc nous sommes là en plein dans le culte de la personnalité. On aurait encore compris que M. Claude Machala dise qu'il est un soutien pur et dur de la cause congolaise. Mais non, il dit qu'il est un kabiliste pur et dur. Peut-être qu'il pourra en répondre demain devant le tribunal de l'histoire. Et c'est là que j'ai dit que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous laisser distraire par ce culte de la personnalité pendant que notre pays est en train d'être vendu comme carré mini et pendant que certains contrats sont en train d'être signés sur le dos des Congolais. Je vous ai rappelé l'autre fois ce qu'il y a eu en octobre 2011 pendant qu'on était en train de discuter comme nous le faisons maintenant. Il y a eu une alliance publique-privée qui a été signée entre les États-Unis et le Congo, impliquant plusieurs entreprises multinationales, des entreprises multinationales qui risquent de nous arracher le droit de regard sur l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Pour revenir encore une fois à M. Claude Machala, un kabiliste pur et dur. Il ne comprend même pas que on ne peut pas, dans un processus électoral, initier la révision d'une constitution. Pourquoi est-ce que chaque fois que dans ce pays-là, on fait allusion à une élection possible, les kabilistes purs et durs, ou les faucons, comme le journal Le Potentiel les appelait, et se sentent obligés de travailler à la révision de la Constitution? Et je vais faire une dernière considération sur cette question-là. N'oubliez pas qu'à Kingakati, dans la salle, si nous nous fions aux informations de Jeune Afrique, un Congolais a crié « Joseph, nous sommes prêts à mourir pour vous ». Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons des Congolais et des Congolaises disposés à mourir, non pour la cause du Congo, mais pour un individu qui s'appelle M. Joseph Kabila, un individu au passé sulfureux. Tous ces compatriotes-là ont oublié Kassika, Makobola et les autres villages de l'est de notre pays qui ont été rasés et dont les populations ont été décimées, assassinées pendant que ce monsieur-là marchait dans la compagnie de monsieur James Kabarebe et les autres membres du FPR, ses amis qui ont occupé et détruit le Congo. Voilà, nous avons là des compatriotes qui n'ont aucune conscience historique et qui estiment que c'est de leur droit de pouvoir s'engager dans une démarche aussi
hasardeuses et compromettantes pour l'avenir du Congo, comme celle dans laquelle il voudrait s'engager maintenant. Oui, justement, M. Mbelou, toujours selon Jeune Afrique, téléphone, caméscope et autres enregistreurs étaient interdits dans la salle des réunions à Kingakati, donc une façon de garder secret la teneur des propos tenus. Et Joseph Kabila aurait tenu un discours des combats, selon toujours Jeune Afrique, et il se serait exprimé en faveur d'une révision constitutionnelle et d'un bouleversement du calendrier politique. Et son vœu serait que la prochaine présidentielle se tienne au suffrage indirect en 2015 au lieu de 2016, comme prévu par la loi fondamentale. Ce scénario vous paraît-il réaliste, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un passage en force? Oui, c'est un coup d'État qui se prépare. Et là, nous devons faire très attention en procédant à des analyses froides. Un coup d'État est en train de se préparer au Congo. Il ne faudrait pas que nos fils et nos filles aillent comme des chairs à canon devant les assassins qui sont en train de se mettre en de pouvoir s'organiser pour organiser ce passage en force. Nous devons vraiment procéder par des analyses froides. Voilà qu'il y a eu des commandes de matériel, du matériel militaire qui est arrivé à Kinshasa. Voilà qu'un monsieur qui, depuis plus de 10 ans maintenant, travaille à l'extermination des Congolais, qui décide, au vu et au su de la fameuse majorité présidentielle, qui n'a peur de personne et qu'il voudrait organiser un coup d'État, un deuxième ou un troisième coup d'État, pour pouvoir poursuivre son rôle de cheval de Troie à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudrait maintenant que les Congolais et les Congolaises disent marchons devant ces canons-là pour qu'ils nous écrasent, non? Ils doivent pouvoir procéder par des analyses qui les aident à amorcer, entre autres, l'éducation civique, qui aide nos masses populaires à comprendre l'enjeu de l'heure. Ça, c'est une première proposition qui peut être faite. Une deuxième proposition, c'est de pouvoir tout simplement refuser de s'engager dans un processus déjà initié à l'avance, un processus qui devra aboutir à un coup d'État. Qu'on n'aille pas, si nous avions encore un contre-pouvoir digne de ce nom au Congo, il s'engagerait déjà ici et maintenant dans un travail de sensibilisation qui aide nos populations à refuser le fameux référendum, mais aussi au besoin à refuser le fameux processus électoral tel qu'il est en train d'être préparé et tel qu'il sera contrôlé demain par le pouvoir usurpateur de Kinshasa, un pouvoir en manque de légitimité. Mais que faire alors face à cette situation? Faut-il rester passif et attendre voir les choses venir? Non, je vous dis qu'il ne faut pas rester passif. Il est important de travailler maintenant de plus en plus à l'éveil des consciences, à la fabrication d'une conscience historique qui ait la puissance d'un ressort qu'on ne peut pas facilement tordre. Il y a ce travail-là à faire, arriver à créer une conscience historique, arriver petit à petit à mettre debout des masses critiques qui, même si en dernière analyse, elles décidaient elles-mêmes de pouvoir marcher devant les canons de ce pouvoir usurpateur, qu'elles le fassent en connaissance de cause. Et la cause qu'elles pourraient défendre demain, c'est la cause du Congo, d'un Congo souverain, d'un Congo libre,
d'un Congo émancipé de toutes les marionnettes de la fameuse communauté internationale et des chevaux de Troie des pays limitrophes qui travaillent main dans la main avec les membres du réseau transnational de prédation. Très bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, cette prise de position des Kabila, selon Jeune Afrique, hein, a été saluée par des applaudissements de quelques zélés de la majorité au pouvoir, hein, c'est ce que Jeune Afrique écrit, et ils auraient crié: nous sommes prêts à mourir pour toi, Joseph. Et ils auraient lancé cela à leur chef, hein, c'est Jeune Afrique qui poursuit également. Mais dans la salle, d'autres cadres plus réservés sont restés dubitatifs. C'est toujours Jeune Afrique qui écrit cela. Visiblement, Joseph Kabila semble avoir choisi les camps des faucons, hein, comme l'avait écrit Modeste Moutinga, disons-le comme ça, hein, dans les potentiels. Pensez-vous que Joseph Kabila soit poussé à la faute comme Moutinga l'avait écrit la semaine passée? Non, ce n'est pas Moutinga qui a écrit, c'est un autre journaliste. Ça doit être un journaliste jugeant le potentiel qui appartient à Moutinga. Mais regardez s'il vous plaît. Comment voulez-vous que nous puissions être rassurés après une information comme celle-là? Bon, elle peut être exagérée, mais que ces compatriotes soient rentrés dans une salle sans leur téléphone, sans aucun instrument de communication, ça sent déjà mauvais. Ces compatriotes sont allés signer la mort de leur propre pays. Et là, je voudrais qu'à un certain moment, nous puissions avoir un sens élevé de responsabilité. Il arrive que souvent nous puissions condamner les forces extérieures dans les interventions qu'ils font dans notre pays. Mais là, nous avons une preuve qu'il y a des compatriotes qui travaillent pour leur ventre et à la mort de leur pays. Voilà, ils peuvent aller crier: Joseph, nous sommes prêts à mourir pour toi. Qu'il y ait d'autres faucons de la majorité présidentielle qui ont fait profil bas ou qui ont été tristes, ça ne signifie rien du moment qu'ils n'initient aucune action après. Un, pour dire sur la place publique ce qu'il y a eu réellement. Du moment, deux, qu'ils ne s'engagent pas dans un travail de démocratie participative qui aiderait nos populations à comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire qui a été boutiquée. Monsieur Mbello, en parlant de cela, les journaux, hein, les potentiels qui avaient produit une analyse intéressante à ces sujets, on sait que c'est un média qui est proche du pouvoir, hein, de l'actuelle majorité. Ils avaient produit la semaine passée une analyse intéressante parlant de Joseph Kabila qui serait poussé à la faute par les faucons de la majorité. Et il semble que ces journaux aient des ennuis parce que de ce qu'on a lu aujourd'hui dans ces mêmes sur le site internet de ces journaux, Modeste Moutinga aurait des ennuis puisque son journal, ce média aurait pris position par rapport à ce qui n'était qu'une rumeur. Hein. Oui, mais est-ce que ça doit pouvoir étonner outre mesure? Le Congo est un pays sous régime d'occupation et sous toute tutelle. Le Congo est un État manqué. Dans un État manqué, la liberté d'expression est l'une des choses les plus combattues. Ne nous laissons pas abuser par le fait que on parle du journal au potentiel. Beaucoup de journaux, il y a des journalistes qui sont en prison jusqu'à ce jour. Il y a des télévisions qui ont été fermées, qui ne fonctionnent pas jusqu'à ce jour. Donc nous avons là des exemples d'un État manqué. Nous avons là les exemples d'un régime d'occupation et d'un régime d'un pays sous tutelle.
la liberté d'expression, comme les autres libertés fondamentales, appartiennent aux pays qui respectent leur population, qui respectent la dignité de leur peuple. Mais là, nous avons affaire à un régime qui ne respecte ni nos populations, ni leur dignité. Hein? Vous avez encore sur Congo One des photos de nos compatriotes assassinés comme des mouches. Donc, ce régime d'un pays sous occupation et sous tutelle n'a aucun respect pour la vie. Ce régime a réussi à banaliser la mort. Banaliser la mort et banaliser la vie. Et il est là, effectivement, pour tuer, exterminer les Congolais. Quand il ne réussit pas à tuer et à les exterminer par les armes, il les extermine par la famine, par l'appauvrissement et les inégalités qui deviennent de plus en plus galopantes. Et du moment qu'il peut fermer les yeux ou offrir pour une bouchée de pain nos matières premières aux entreprises multinationales, il les quitte. Il les quitte et le cercle de ces 500 qui sont allés à Kingagati est servi à temps et à contre-temps. À bientôt, d'ailleurs, pour préparer le référendum qui consistera peut-être à poser à nos populations cette question: est-ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas qu'on puisse toucher au tel ou tel autre article de la Constitution? Ces gens-là auront beaucoup d'argent. Ils devront être corrompus. Voilà. Donc ne soyez pas surpris que demain, on passe du journal Le Potentiel au journal Le Phare ou à la tempête de tropique. Un régime d'un État manqué a beaucoup plus besoin de la propagande mensongère et des turiféraires que des hommes debout, que des journaux dont la ligne éditoriale défend la cause du Congo et la cause de la dignité du Congolais et de la Congolaise. Très bien. Pour résumer les contenus de cette rencontre de Kingakati, dans un communiqué, Aubin Minakou, qui est secrétaire général de la majorité présidentielle et accessoirement aussi président de l'Assemblée nationale, a écrit que se trouvait autour de Joseph Kabila, il y avait les membres du bureau politique, les chefs des partis, les députés nationaux, les sénateurs et membres de la majorité présidentielle, auxquels s'étaient joints les 11 gouverneurs des provinces et une délégation des ambassadeurs représentants de la RDC à l'étranger. Lorsqu'on voit tous ces mondes, M. Mbelou, il est clair qu'il s'agit d'un attelage qui va dans les sens de l'accomplissement du schéma de ceux qui sont appelés les faucons. Oui, et il n'y a pas de miracle à attendre de ces élections qui pourront être organisées ou en 2015 ou en 2016. Là, j'ai écrit un article dont le titre est très révélateur. Dernièrement, j'ai écrit un article sur les élections de 2016 et ces Congolais qui ont perdu la vue. Il y a quelque chose de dramatique, de tragique qui est en train de se passer chez nous. Nous regardons les choses telles qu'elles arrivent et nous faisons semblant de ne rien voir. Comment pouvez-vous croire que des personnes réfléchies puissent malgré tout ça croire demain qu'ils peuvent s'engager dans un processus électoral? C'est que où nous avons perdu toute sensibilité, toute humanité, ou certains ou plusieurs d'entre nous, ou nous ne sommes plus un peuple digne de pouvoir exister sur la face de la terre. Il y a des gens qui aujourd'hui estiment qu'ils n'ont jamais rencontré un peuple capable de supporter ce que les Congolais supportent aujourd'hui. On peut monter n'importe quel coup sur leur tête, ils supportent. Ou ils supportent, ou ils ne sont pas au courant, ou la majorité est tombée dans une ignorance crasse qui
la rend incapable d'une action efficace, ou nous avons une intelligentsia qui n'a pas encore réussi à prendre sa place de levain dans la pâte. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et un travail à faire pour pouvoir créer une intelligence organique capable de travailler de manière synergique avec ce peuple-là pour qu'il devienne responsable de son destin. Très bien. Un acteur majeur de ces schémas des faucons est certainement l'abbé Apollinaire Malo Malo. Et cette semaine, il était à Washington pour une fois de plus vulgariser sa feuille de route électorale. Et visiblement, il n'a pas convaincu les compatriotes qui assistaient à sa communication. Monsieur Mbelou, je répète une fois de plus ma question de la semaine passée. Ne fonctionne-t-il pas en mode autiste Apollinaire Malo Malo? Ce n'est pas un mode autiste. Il y a une petite phrase d'Alain Badiou que j'ai lu quelque part et qui dit ceci: la classe dominante est cynique. Ce n'est pas de l'autisme, c'est du cynisme et de l'amoralité. Ces gens-là n'opèrent pas sur fond des catégories du bien et du mal. Ils opèrent, comme le dirait Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Et ils sont tombés dans un cynisme et dans une psychopathie tel que c'est leur schéma qui doit à tout prix l'emporter. Et je venais de vous dire que ce qu'ils présentaient comme schéma ou comme proposition de la CENI, c'est ce qui est sorti à Kingagati comme proposition de M. Joseph Kabila. Vous voyez? Donc, il y a eu un travail qui a été déjà fait de longue date, et un travail qui ne pourra pas peut-être être arrêté par les jérémiades et les réactions émotionnelles d'une certaine classe politique congolaise. Voilà pourquoi je vous disais que dans l'état actuel des choses, les Congolais doivent être plusieurs à mener des analyses froides, sans émotion. Ils doivent se dire ceci: le problème fondamental que le pays a aujourd'hui, c'est un problème de direction. Si ce problème de direction n'est pas résolu par une intelligence organique et responsable, nous allons continuer à pousser des cris, à nous plaindre, à constater, à analyser les conséquences, tout en oubliant qu'il y a un problème fondamental qui se pose, c'est le problème de la direction, le problème du leadership. Un leadership visionnaire et responsable. Vous n'allez pas compter sur les membres du réseau de prédation, les membres d'un réseau cynique, amoral et psychopathe pour pouvoir sortir ce pays-là du bourbier où il se retrouve maintenant. Mais Monsieur Mbelou, sur les cas Malo Malo, parce que on a comme l'impression que la communication de l'Église sur son cas, elle manque totalement de lisibilité. Hein, je m'explique. Si les pouvoirs continuent à l'utiliser jusque maintenant, c'est parce qu'il a une caution de l'Église derrière lui. C'est ce qui lui confère une certaine respectabilité. Pourquoi est-ce que l'Église ne s'exprime pas clairement sur son cas? Pourquoi? Où voyez-vous la respectabilité d'Apollinaire Malo Malo? Ah, mais il est toujours abbé, hein? On l'appelle abbé Apollinaire Malo Malo. On est prêtre à jamais. Si aujourd'hui ou demain Mbelou déforqué, et ça ne sera pas facile que ceux qui l'ont toujours appelé abbé Mbelou puissent changer cette appellation. Il n'y a aucune respectabilité à l'endroit d'un monsieur qui est tombé dans le cynisme et dans la psychopathie.
Il n'y a aucune respectabilité. Et je ne vois pas, peut-être que moi je n'ai pas les informations que vous avez, je ne vois pas un seul instant où l'Église officielle s'est prononcée en sa faveur. Si vous dites que certaines réactions des autorités ecclésiales sont, comment dirais-je, marque de visibilité, je peux vous le concéder. Mais dire cela ne signifie pas que Apollinaire Malumalu bénéficie du soutien des instances hiérarchiques de l'Église du Congo. Non, moi je ne dirais pas cela. Peut-être qu'il y a des informations qui m'échappent. Mais depuis le jour où l'option de la CENI et de la SENCO a été levée au sujet de M. l'abbé Apollinaire Malumalu, il a été remis entre les mains de son évêque. Hein? Alors, parler d'un diocèse et croire que ce diocèse-là représente tous les diocèses du Congo, là j'ai dit que nous risquons de tomber dans une généralisation abusive. Très bien. Pour finir, un mot sur Diomi Ndongala, pour qui le procureur général de la République a requis le mardi 18 mars 28 ans de prison, hein, puisqu'il est poursuivi pour viol consommé sur une mineure et tentative de viol sur une autre. Les avocats de Diomi Ndongala dénoncent les conditions dans lesquelles ce réquisitoire a été prononcé et évoquent une procédure judiciaire arbitraire. Monsieur Mbelou, c'est tout de même un peu stupéfiant, cette manière qu'a de fonctionner la justice au Congo. Est-ce que vous savez que l'un des avocats de ces filles-là a été refusé au barreau de Kinshasa? Il semble qu'il a été refusé au barreau de Matete. Il est allé au Kasaï. Je ne sais plus maintenant si c'est au Kasaï occidental ou au Kasaï oriental. Oui, vous parlez de Francis Kalombo. Francis Kalombo. Oui, qui aurait acheté son diplôme de droit à l'université qu'on appelle ULK, hein, qui se trouve à Kinshasa. Et puis, il est allé maintenant... Limité industriel. Voilà. Il est allé dans l'un de ces deux Kasaï-là pour prester à l'un des barreaux de ces deux Kasaï. C'est ainsi qu'il est revenu à Kinshasa et a pu plaider pour la cause de ces fameuses filles qui auraient été violées par Diomi Ndongala. Dans le cas de Diomi, je vous ai dit quelque chose qui me tenait à cœur la fois dernière. Diomi est le symbole du Congolais éveillé, averti, du Congolais averti sur les enjeux réels de son pays et à qui le pouvoir occupant voudrait fermer la bouche pour éviter qu'il y ait d'autres mauvais exemples entre griffes, pour éviter qu'il y ait d'autres Diomi. Ces gens-là, avec leurs parents, ont peur de la théorie des dominos. Si d'autres Diomi naissent demain ou après-demain, ou se manifestent davantage déjà aujourd'hui à Kinshasa, ils risquent de travailler contre le problème, contre l'occupation et la mise sous tutelle du Congo. Donc, en cela, Diomi joue un rôle symbolique très important. N'oubliez pas, c'est que j'ai évoqué de temps en temps dans les émissions que nous faisons ensemble l'exemple de ce Bolivien tué au XVIIe, XVIIIe siècle qui disait à ses bourreaux: vous ne faites que me tuer, je reviendrai et j'essaierai des millions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que mettre Diomi en prison. D'autres Diomi renaîtront et ils seront des millions. À mon humble avis, j'ai l'impression qu'ils ne font rien. C'est vrai que ça fait mal
quand on voit ce que Patricia est en train de subir avec les enfants face à cette cruauté, et on a mal. Mais contrairement aux autres, Diomi est malmené, il est maltraité, il est emprisonné pour une bonne cause, pour la cause du Congo. Et il y a un compatriote qui, lors de ses émissions, a dit mieux vaut mourir pour une bonne cause que de vivre sans cause. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.